Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de Deux Fiscalistes, un podcast. Professeur Reggie avec Simplement Jerry. aujourd'hui un épisode spécial avec nul autre que l'Ordre des CPA. Donc, un épisode qui devrait s'adresser un petit peu plus aux CPA. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Mme Josée Messier et Maude Lavigueur. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Pareillement. Mesdames, avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu? Donc, qui vous êtes et quel est votre rôle à l'Ordre des CPA? Je vais me lancer. Donc, Josée Messier, je suis directrice de la pratique et développement professionnel à l'Ordre des CPA. Dans le cadre de mon rôle, c'est de veiller à offrir des cours qui vont permettre aux CPA d'être à l'affût des nouveautés et de permettre de rendre des services de compétences et de qualité au public. Merci. Maude Lavigueur, directrice assurance responsabilité professionnelle. Donc, je suis à l'Ordre depuis 2021. On a mis sur pied le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle des CPA qui est entré qui a débuté ses opérations le 1er avril 2022. Donc, j'ai participé à la mise en place de ce nouveau fonds, le 8e au Québec. Fonds d'assurance et la formation. Oh, eh bien. Mesdames, je peux me permettre la question pour débuter. C'est quoi la mission de l'Ordre? La mission de l'Ordre des CPA, c'est de veiller à la protection du public. Public, c'est moi. Oui. C'est monsieur, madame, tout le monde. Ah, OK. C'est monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est de veiller à la protection du public. Et la mission, c'est d'encadrer la profession de comptable. L'Ordre des CPA, c'est le seul ordre professionnel au Québec qui encadre la profession de comptable. Donc, le but de l'Ordre, c'est vraiment de s'assurer que le public reçoive des services de qualité en faisant affaire avec un CPA et de haute expertise. Fait que pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas juste les CPA finalement qui devraient être intéressés, mais monsieur, madame, tout le monde qui traite avec des CPA et même des comptables, ce qu'on appelle gentiment des CO, des comptables ordinaires, devraient être attentifs à l'épisode d'aujourd'hui. Tout à fait. Parfait. Là, moi, est-ce que tu me permets de t'appeler Maud? Absolument. OK, parfait. Fonds d'assurance. Oui. Les assurances, ça coûte cher, ça, d'habitude. Oui. Qu'est-ce que c'est un peu? C'est quoi le rôle du fonds d'assurance de l'Ordre des CPA? Oui, bien, tout d'abord, j'aimerais ça, de façon préliminaire, puis pour éviter toute confusion pour la suite de la discussion, juste distinguer le fonds d'indemnisation, le bureau du syndic, puis le fonds d'assurance responsabilité professionnelle. Souvent, les gens se mélangent entre les différents départements ou les différents services à l'Ordre. Donc, quand on parle du fonds d'indemnisation, on parle d'un usage inapproprié de fonds par un CPA. Exemple, un client remet une somme dans le compte en fidéicommis à son CPA. Le CPA le prend pour ses rénaux, pour aller au casino. Donc, à ce moment-là, le membre du public qui est lésé par ça, par l'usage inapproprié de ces fonds, peut faire une réclamation au fonds d'indemnisation. Il y a un plafond de 80 000 et eux vont gérer la réclamation pour tout ce qui est somme détournée par le CPA. Donc, ça, c'est le fonds d'indemnisation. Ensuite, bureau du syndic, eux, vont enquêter sur tout ce qui est manquement déontologique. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le CPA a enfreint son code de déontologie? Et si on détermine que oui, il peut y avoir une plainte devant le conseil de discipline. Et ensuite, le conseil de discipline peut imposer des conséquences au CPA, disons, radiation, suspension de permis, imposition d'une amende, d'une obligation de suivre une formation. N'hésite pas à me... Tout à fait. Puis, donc, ici, on parle vraiment du syndic, donc code de déontologie, donc tout ce qui est bonne pratique. Et, ensuite, on a le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle. Donc, nous, on assure les CPA pour tout ce qui est erreurs et omissions dans le cadre des services professionnels qu'ils rendent et qui pourraient causer un dommage à un tiers. Donc, c'est le CPA qui souscrit une assurance pour une indemnisation à un tiers. Donc, jamais le CPA lui-même va être indemnisé. On parle toujours d'un dommage pécuniaire à un client, un contribuable. Le public. Le public, c'est ça. Le public. Donc, ici, on a une garantie au fonds d'assurance de 1 million de dollars par sinistre ou 2 millions si plusieurs CPA sont visés par la réclamation. Et donc, notre rôle, pour revenir à la question, notre rôle, c'est vraiment de remettre les parties dans l'état où ils auraient été n'eût été de la faute du CPA. Si le CPA n'avait pas fait d'erreur dans mon dossier, combien j'aurais dans mes poches à la fin de la journée? On remet les parties dans l'état initial. S'il n'y avait pas eu de faute, c'est ça, au départ. Okay. Tout à fait. Vas-y. Je vais simplifier dans mes mots parce que
Je sais pas si c'est clair. Oui, ben, je pense que oui, mais je veux juste être sûr que pour tout le monde, parce que je pense que ça serait quand même bien. Ultimement, il y a le fonds d'indemnisation, qui lui est plus responsable des sommes reçues par les CPA. Donc, tu parlais de fonds en fidéicommis. S'il y aurait une mauvaise utilisation par un CPA qui s'approprie les fonds, à ce moment-là, ce serait la responsabilité du fonds d'indemnisation. Oui, c'est quand les sommes sont utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été On a été remises au mandaté, départ. Là. ultimement. Exact. Ouais. Si tu me permets, juste rapidement, un compte en fidéicommis. C'est quoi, Jerry, un compte en fidéicommis? Moi, je ne suis pas un expert là-dedans. Là. Moi non plus, selon ce que je comprends, en fait, Ça tombe c'est bien. plutôt des fonds qui sont remis, dans ce cas-ci, à des CPA, mais qui sont remis, qui ne leur appartiennent pas. Ils sont plus des fonds qui appartiendraient aux clients, mais gérés par le CPA, qui seraient utilisés pour, on va dire, payer des décisions à la source, payer... Comme un notaire. Comme un notaire. Ouais. C'est des fonds qui sont reçus, mais qui n'appartiennent pas au CPA, que ce pas des honoraires, mais que le CPA doit utiliser pour le mandat, qui a été mandaté. Ouais. Fait que si le client me demande de gérer son cash, c'est comme Ouais, si j'avais exact. normalement un compte en fidéicommis, je gérais ça. Puis le fonds d'indemnisation, mais si jamais je n'ai pas utilisé ça adéquatement, je peux me virer vers... En tout cas, déjà en partant, si je n'ai pas utilisé ça adéquatement, j'ai une petite introspection à faire. Mais après avoir eu cette introspection et la lettre de l'avocat de mon client, j'appelle le fonds d'indemnisation. Je pense que c'est bon. plus le client qui va appeler le fonds d'indemnisation, si je comprends bien le modèle. Ça va être le CPA ou ça va être le client? Souvent, c'est le client Ok. qui va Ouais. faire la réclamation. Ouais. Le C'est bon, CPA ok. va pas Ouais. lever la main Ouais. pour dire Effectivement. peut-être. Effectivement. Ce serait surprenant. De l'autre bord, il y a le syndic qui lui fait plus surveiller, un peu s'assurer que le code de déontologie et que les bonnes pratiques sont mises en place, si j'ai bien compris. Tout à fait. Puis il y a ensuite le fonds d'assurance qui, lui, est bâti pour indemniser, protège les CPA, je comprends bien, mais indemniser si jamais il y a un manque dans les opérations, dans un dossier pour indemniser le client. Exact. Le fonds d'assurance, tout comme le fonds d'indemnisation puis le bureau du syndic, c'est un véhicule ou un mécanisme de protection du public parce qu'on garantit la solvabilité des CPA. Donc, un CPA qui est poursuivi pour 1 million, ben le membre du public qui dépose la demande peut être tranquille, peut être assuré que le CPA qui poursuit est solvable. Est-ce que ça peut être plus que 1-2 millions? Parce que je sais quand même, les plus petits bureaux, je comprends que c'est 1 million, mais je pense à des bureaux de moyenne taille qui peuvent avoir des clients qui ont un petit peu plus de moyens, un petit peu plus de ressources. Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter à plus qu'1 million? Ou vous, c'est plus comme les CPA qui commencent, qui ont un fonds juste de 1 million? Oui, bien, au fond d'assurance, c'est une assurance primaire. Ben, en fait, c'est une police d'assurance individuelle. On couvre l'individu. Donc, le OK. CPA, c'est une assurance qui est primaire. Et en vertu du règlement, les CPA qui travaillent en cabinet, en société par action, SNC. oui, pardon. Eux autres, oui. Donc, eux, ils ont l'obligation de souscrire une assurance qu'on dit excédentaire. Donc, ils ont l'obligation d'aller se chercher une couche Additionnel. additionnelle. Ouais. Si je comprends bien, donc, ce que tu viens de mentionner la dernière fois, c'est parce qu'on la connaît plus ceux qui sont en pratique, les CPA qui sont en pratique, comme la CPIA qui protège le surplus. Est-ce que c'est bien ça? Oui, ben en fait, la CPAI offre... Merci. Oui, ça offre... Ah, CPAI, j'adore. offre ce produit-là d'assurance excédentaire. Mais en fait, on connaît bien la CPAI parce que avant que le fonds d'assurance soit créé, de 2008 à 2021, c'est la CPAI qui assurait les CPA du Québec. Donc, c'est un régime national qui existe toujours, qui assure maintenant les CPA du reste du Canada, mais les CPA du Québec, on a voulu être maître chez nous et créer ce fonds d'assurance-là en 2022. Donc, c'est ça. La CPAI existe toujours, mais plus au niveau excédentaire qui peut offrir au CPA du Québec. Parce qu'en fait, l'assurance auprès du fonds d'assurance, l'assurance primaire est une assurance obligatoire en vertu du règlement. Donc, tous les CPA du Québec, pour être en mesure de porter le titre de CPA au Québec, doivent détenir cette assurance-là. Mais il arrive quoi avec les non-CPA? Donc, par exemple, puis là, c'est histoire vécue. Ouais. J'ai un ami, malheureusement, il y a quelques années, qui faisait affaire avec quelqu'un qui n'était pas CPA, mais qui faisait ses états financiers et signait un examen, un acte qui est réservé au CPA. Et malheureusement, il y avait des erreurs dedans. Et ça a amené à une vérification fiscale, ce qui a amené à une cotisation d'impôt. Est-ce qu'il aurait pu se revirer vers le fonds je vais le dire, le fonds d'assurance pour venir dire, écoutez, il y a eu une erreur par un comptable qui n'est pas CPA. Est-ce qu'il aurait pu se tourner vers vous ou c'est
Comment ça fonctionne? C'est ça. Nous, on couvre les CPA, membres de l'ordre, qui déclarent à chaque année, qui font leur déclaration annuelle à chaque année, qui payent une prime d'assurance à chaque année, Qui font leur formation annuelle. qui font leur formation continue obligatoire. D'ailleurs, c'est également. bientôt le paiement de la prime. Hein? Oui. Il me semble que j'ai reçu un petit Oui, courriel c'est de au mois de rappel. mars. C'est au mois de hein, mars, c'est date limite. oui, c'est bon. En mars. Donc, c'est ça. Nous, on assure les CPA. Ensuite, pour tout ce qui est non-CPA, il reste les recours civils. Donc, Ouais. il n'y a rien qui empêche ton ami d'aller devant les tribunaux civils. OK. Ouais, Fait que c'est pour lui ça- qui va y aller, c'est pas l'ordre qui va poursuivre cette personne-là qui a fait un acte Non. pour les CPA. là. Là, on tombe dans la pratique illégale. Ouais. Donc, à ce moment-là, ça, l'ordre ne peut pas rien faire dans ce cas-là. OK. C'est navrant. Oui, Et mais on recommande au public de toujours vérifier sur le tableau de l'ordre si leur comptable ou leur CPA est vraiment CPA. Parce qu'il y a un tableau de l'ordre, il y a un bottin des CPA. Donc, la recommandation, c'est de vérifier. Il vaut mieux vérifier que de subir les conséquences. fait que c'est effectivement. Fait que, Ouais. fait que dans le fond, c'est assez facile de savoir si quelqu'un est CPA ou non. On va sur le Ouais. site de l'ordre. Puis, Ouais. Vous pouvez même appeler, puis on va vous répondre avec plaisir. c'est bon, ça. On va s'arranger de donner le numéro. Fait que là, le fonds d'assurance, à quoi ça ressemble dans le fond les. Est-ce que vous avez des statistiques? C'est toujours le fun de savoir les statistiques, savoir qu'est-ce qui se passe. Ah, bon, les statistiques. Bon, le Fonds a sorti son rapport le 31 mars, c'était sa 3e année. Et en termes de statistiques, ce qu'on retrouve le plus, c'est la fiscalité. Dans 29 des cas, c'était des questions pour des délais non respectés. Donc, des retards, des omissions. Omission d'aviser le client de payer ses impôts. Omission de produire à temps. Donc, c'est ce qu'on retrouve le plus. Le principal, c'est en impôt des particuliers, où est-ce qu'on en retrouve le plus. Ensuite de ça, l'impôt des sociétés. On en trouve dans plusieurs secteurs de la fiscalité. Fait que 29 c'est presque un tiers Oui, des réclamations c'est pour des délais non respectés. et surtout pour des T1. Il y a de la T1, il y a de la T2, il y a des crédits d'impôt. Mais T1, impôt des Déclaration particuliers. Impôt des particuliers, pardon. TPA, ouais. Donc, tout ce qui entoure le respect des paiements d'impôts, comme je disais, le respect envoyer les formulaires à temps. Il y a eu beaucoup de retard causé par ça. Et ça s'est retrouvé au fond. Puis 75 de nos réclamations sont en fiscalité. OK. Donc, Fait que, ouais, fait que c'est- 3 réclamations sur 4 proviennent à cause de la fiscalité. Tout à Ouais. fait. Et dans ceux-là, et dans le tout, il y a à peu près un tiers que c'est pour des délais. Ouais. Je trouve ça intéressant que vous mentionniez des impôts des particuliers parce que je sais que de moins en moins de bureaux font des déclarations de revenus de particuliers. Et les gens se demandent pourquoi. Et je leur dis tout le temps, c'est parce que faire des déclarations de revenus, c'est du high risk, low rewards. Tu peux pas facturer ça des prix de fou, quand même. Ouais. Et tes risques sont très élevés de justement faire une erreur, manquer un délai, oublier un crédit. En fait, tout ce que vous venez de mentionner, Ouais. ça vient juste renforcer le pourquoi les cabinets en font de moins en moins. Puis, dans le fond, l'ordre, le mot, Puis dans c'est- les plus grosses réclamations, ce qu'on retrouve, tu as de la planification fiscale aussi qu'on a retrouvé en termes de valeur. Là. La planification fiscale, où est-ce que le CPA aurait mentionné aux clients qu'ils pouvaient bénéficier de la déduction pour gain en capital, ce qui est quand même très punitif. Là. Si tu ne peux pas la réclamer, tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu sais. Ensuite de ça, des mauvais calculs du CDC, du compte de dividende en capital, des erreurs dans les calculs. Donc ça, c'est encore impressionnant. De ne pas déclarer ou une erreur dans des formulaires de roulement qui fait qu'il y a eu un impôt calculé et que le client n'a pas payé ses impôts. Fait que tout ça, c'est les erreurs les plus communes. C'est les erreurs les plus communes, vraiment. Ou les heures qui coûtent le plus cher. Ça, c'est plutôt Exact. les erreurs qui coûtent le plus cher. Les plus communes, comme je disais, c'est toujours c'est vrai. les retards, délais, les mauvais conseils aussi, là, oublier d'aviser de payer, de produire à temps, des choses comme ça. Des choses qui peuvent se régler quand même, pas simplement, mais en tout cas, c'est possible d'agir. Comment? Bien, en s'organisant un peu mieux, peut-être. Ça serait une des recommandations, de mieux planifier la saison d'impôt des particuliers qui arrive, par exemple. De mieux former l'équipe, de mieux encadrer l'équipe. Non, c'est le genre d'erreur qu'on a vu, c'est qu'il y avait eu une mauvaise supervision de l'équipe aussi. J'ai vu ça parfois dans les demandes qui ont été faites. Donc, mauvais encadrement, mauvais conseil, mauvaise documentation. Donc, ça ne s'est pas rendu jusqu'au client, puis le client, il a été lésé.
Mettons que je me mets le défenseur du comptable ici. Là. Oui. Je suis là au bord. Là, Oui. je dis un instant, c'est pas toujours de ma faute. Non, effectivement. Des fois, c'est le client qui est en retard. C'est ça. Fait que si le client, exemple, m'envoie quelque chose pour le 29 avril, là, puis je suis comme, écoute, 29 avril, j'ai pas le temps de te faire ça pour le 30. Là. Si je le préviens en disant, parce que je sais que j'ai vu je vois de plus en plus de cabinets comptables faire ça, indiquer si nous n'avons pas reçu vos informations au moins 10 jours d'avance, nous ne pouvons garantir que les délais seront respectés. Est-ce que c'est une certaine défense ou argument qui peut nous aider? Ou, c'est sûr que si le client... il y a toujours un partage de responsabilités possible. T'sais, si le client remet ses documents à -1, on ne peut pas s'attendre du CPA à ce qu'il fasse ça entre 11h puis minuit la veille de l'expiration du délai. T'sais. J'aimerais ça que tu répètes ça plus fort, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que... C'est pas le département des miracles, là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le CPA ne faisait rien le 29 avril à 11h et attendait la déclaration du particulier. Mais merci. Donc oui, ça va jouer dans l'analyse du dossier. Là. C'est tous des facteurs qui rentrent en ligne de compte. Parce que c'est pas automatique que si quelqu'un... particulier vient te voir et t'appelle, hey, Maud, Jerry a fait une erreur dans mon dossier, je veux être remboursé. C'est pas, ah oui, ben parfait, voici un chèque, puis tu peux t'en aller. C'est ça. C'est l'assurance responsabilité professionnelle. Comment est-ce que ça s'analyse? Je vais essayer de résumer ça, là, mais on ouvre le dossier. Première étape pour le fonds d'assurance, on analyse la couverture. Est-ce que la police d'assurance est déclenchée? Est-ce qu'il y a des exclusions qui s'appliquent? Donc, il y a toute une première étape de... c'est ça. Est-ce que la garantie d'assurance s'applique selon les allégations? Ensuite, deuxième étape, les avocats à l'interne vont démarrer une enquête. Donc, vont aller chercher les versions des faits, la documentation pertinente, vont consulter des experts, des consultants, parce qu'on parle de fiscalité. Des fois, c'est des cas assez complexes. On a des avocats. Ils peuvent se tourner vers notre département de fiscalité à l'ordre pour nous poser des questions de nature fiscale sur le dossier en question. Sous le sceau de la confidentialité. Sous le sceau de la confidentialité. Tout à fait. J'ai aucune idée qui est le contribuable ou quoi que ce soit. Fait que vous pouvez pas nous sortir des histoires là, sur des CPA qui avaient Non. Ben, j'ai la moitié des questions viennent de donc, nous, c'est ça. On commence notre enquête. Puis ensuite, une fois qu'on a rassemblé toute l'information, on analyse la responsabilité. Donc, selon le Code civil, 3 critères à la responsabilité professionnelle. Quels sont-ils? Le premier, la faute. Je pensais que c'était un quiz. Je suis tellement pas prêt. Donc, premier critère, la faute. Est-ce que le CPA a réellement commis une faute professionnelle? Assez simple. Deuxième critère, le dommage. Le client doit se poser la question, est-ce que je subis réellement un préjudice monétaire, financier, pécuniaire, appelons-le comme on veut? Troisième critère, le lien de causalité. Donc, est-ce qu'il y a un lien causal entre la faute du CPA et le dommage subi par le client? Donc, c'est mes 3 critères cumulatifs de la responsabilité professionnelle. Donc, nous, on va éplucher la doctrine, la jurisprudence, voir y a-t-il eu des cas similaires. Est-ce que puis le fardeau de preuve repose sur les épaules du client, du demandeur. Okay. C'est lui qui doit prouver ces 3 critères-là. Si c'est fondé, justifié, bien appuyé, bien à ce moment-là, on va se dire, OK, la responsabilité du CPA est engagée. Ensuite, prochaine étape, combien ça vaut? Il peut réclamer 100 000 puis ça vaut 5 000. Donc, peut-être que des fois, les chiffres peuvent être gonflés. Ça peut être des chefs de réclamation un peu plus farfelus. Donc, c'est sûr qu'après avoir déterminé, oui, la responsabilité est engagée ou non, elle n'est pas engagée, bien là, on va déterminer le quantum du dommage. Est-ce que je règle à 100 % Est-ce que je règle à 50 % Je fais dessus un partage de responsabilité? Est-ce que j'ai des arguments de défense? Donc, c'est toute cette analyse-là qui se fait dans chacun des dossiers pour, au final, revenir au but qu'on parlait tantôt, remettre les parties dans l'état où elles auraient été, n'eût été de la faute du CPA. Donc, grosso modo, c'est ça qui se passe entre les 4 murs du fond. Des trucs qui me viennent en tête, honnêtement. Puis tu me diras si tu peux répondre ou pas. Parce que c'est pas ce qui m'embête, mais concrètement, un contribuable a indiqué à son comptable « Ah, j'avais des revenus de X dans ma déclaration d'impôt. » Le comptable oublie. Il y a des impôts qui vont être afférents. Est-ce que le particulier, concrètement, il peut demander le montant d'impôt ou c'est plutôt les intérêts et les pénalités liées à la non-déclaration? J'ai mal expliqué mon affaire, mais si j'oublie de déclarer un revenu, j'ai évidemment de l'impôt à payer lié à ce revenu-là. Par contre, si je le déclare en retard, il y a de l'intérêt et des pénalités qui s'appliquent. Là, tu disais, on remet le client dans l'état il aurait payé initial. l'impôt de toute façon.
Donc, le client ne peut pas poursuivre pour l'impôt à payer. Exact. OK. Nous, on va indemniser tout ce qui est dommage compensatoire. S'il n'y avait pas eu d'erreur dans la déclaration, l'impôt aurait été payable de toute façon, mais pénalité intérêt, probablement pas. OK. Donc, je donne un autre exemple. Un CPA qui fait une erreur dans une déclaration et le client obtient une allocation, une subvention à laquelle il n'a pas droit. Donc là, lui, il la reçoit. Ah, cool, j'ai 2000 $, je vais aller le dépenser au magasin. Puis là, les autorités fiscales reviennent vers lui et disent, ben tu l'as reçu sans droit, rembourse-la nous. Puis là, nous, on reçoit la réclamation. Il a fallu que je rembourse l'allocation. J'aimerais ça que le fonds d'assurance m'indemnise. Mais là, s'il n'y avait pas eu d'erreur du CPA, Non, c'est un bon point. l'allocation, Tu l'aurais il n'y pas avait, eu. il y avait pas droit. Non, fait Donc, que- je n'ai pas à l'indemniser en tant que fonds. Par contre, les intérêts qui sont imposés suite à cette erreur-là, ces intérêts-là sont indemnisables. Mais pour ce qui est de l'allocation, c'est pas. Il n'y avait pas pour nous, droit c'est de pas un toute dommage. façon. Il n'y Ben avait non. pas droit de toute façon. OK. Ouais. Mais pour ce qui Donc, est ça des- Oui, pardon. Excuse-moi, bon, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les intérêts pénalités, avant qu'ils se dirigent vers le fonds, il est toujours possible d'essayer avec le gouvernement, avec l'ARC, de peut-être demander une demande d'allègement avant de se tourner vers le fonds. Donc, on peut peut-être voir les mesures qui existent déjà avec l'ARC pour aller chercher une demande d'allègement. C'est sûr, c'est disponible seulement dans certaines circonstances, des circonstances souvent exceptionnelles, ou dans le cas, exemple, par contre, cas d'inondation, maladie, incapacité financière significative de payer. Donc, l'ARC peut, dans certains cas, accepter les demandes d'allègement. Revenu Québec, pareillement. Première étape. Si ça ne fonctionne pas, ces mesures-là, après ça, se tourner vers le fonds pourrait être Oui. l'option pour les intérêts pénalités. Parce que c'est sûr que le demandeur ou le réclamant a l'obligation de minimiser son dommage. C'est un demandeur qui dit, moi, j'ai pas payé mes acomptes provisionnels, les intérêts courts, puis c'est pas grave. Dans 2 ans, je vais faire une réclamation au fonds d'assurance. Ils vont me payer les intérêts qui ont couru parce que j'ai omis de payer mes... Donc, ça, c'est imputable au client. Donc, c'est une faute qui est imputable au client. Donc, ils ont toujours... Puis, comme tu le nommes, ils ont l'obligation de faire cette demande d'allègement-là, d'entreprendre une mesure correctrice si c'est possible de le faire. Mais de là que je pense que le CPA, il doit bien documenter son dossier. S'il a transmis à son client, voici vos acomptes provisionnels à payer pour la prochaine année, faire un suivi, bien documenter son dossier, quand il se retrouve devant un dossier comme ça, bien, si le CPA est capable de démontrer qu'il a fait les actions pour informer le client, mais que le client n'a pas fait ses paiements, comme tu dis, il avait sa propre responsabilité, c'est ça qui s'ensuit, là. Oui. Est-ce que ça répond? Ça répond tout à fait à ma Ouais, question. OK. Il y en a d'autres qui me viennent en tête, mais pour l'instant, je vais les garder, je pense. Moi, ça va être très rapide parce que là, on dit si jamais le particulier poursuit le CPA, puis bon, s'il n'est pas d'accord avec la décision du fonds en disant, moi, je pense que c'est de la faute du CPA, puis là, je ne sais pas si c'est les bons termes légaux que j'utilise, mais est-ce qu'il peut faire, par exemple, une poursuite au civil ou quoi que ce soit en dehors, puis est-ce que là, le fonds est aussi impliqué là-dedans? Parce que non, là, si ça va au civil, c'est entre le CPA puis son client. Puis... C'est une super bonne question. Dans le fond, nous, notre but, c'est d'éviter la judiciarisation des litiges. Donc, on essaie de disposer de la réclamation au fonds d'assurance à l'interne avant de saisir les tribunaux. Mais si on fait une offre de règlement à un client, à un contribuable, puis il est en désaccord, puis là, il y a des échanges de négociations, puis on n'en vient pas à un terrain d'entente, bien, il y a toujours l'option pour le client de, oui, saisir les tribunaux civils. À ce moment-là, dès qu'il y a un litige, dès que le dossier est judiciarisé, on va assigner un avocat au CPA, aux frais du fonds d'assurance, pour assurer sa défense. OK. Donc, Juste ça comme ça, tu l'as pas dit au début, mais tu me sembles très à l'aise dans le domaine légal. Est-ce que tu aurais une formation quelconque? oui, je suis avocate. OK, c'est ouais, bon. ouais. Fait qu'au moins, on vient de ça. Wow, c'est vraiment très bien dit. Mais C'est pour ça que je regarde toujours Josée dans les questions de fiscalité. Et moi, tout ce qui est de nature juridique, Maude. Écoute, je crois que Maude va devenir très populaire. En fait, je ne te le souhaite pas de devenir populaire auprès des CPA, mais malheureusement, ça se peut que tu reçoives quelques courriels ou appels. Oublié, mais je pense que ça répond clairement à c'est quoi les responsabilités, en fait. Un peu, mais pas clairement, parce qu'on s'entend dans tout ce qui est du droit, de mon expérience, c'est toujours un peu une échelle puis une zone de gris, mais je pense qu'on comprend un peu quelles sont les responsabilités du client puis du Ouais. Mais ça prend quand même... CPA. Tantôt, tu as très bien expliqué les 3 critères du Code civil. Fait que si un client est juste fâché après moi ou me reproche quelque chose, je pense que ça revient à ce qu'on dit un peu tantôt, c'est le client qui doit
amorcer la procédure auprès du fonds d'assurance. C'est pas le CPA qui disait quelqu'un me poursuit, venez m'aider. Dans le fond, nous, on a 2 formulaires en ligne. Un premier qui est destiné au CPA. Donc, le CPA, en vertu de la police d'assurance, a l'obligation, dès qu'il est au courant d'une situation, je ne sais pas, il reçoit des reproches d'un client, un courriel d'insatisfaction, tu sais, quand il sent là, qu'il a échappé le ballon. Là, Il sent la soupe chaude. c'est ça. Ben, juste un courrier d'insatisfaction. Surtout quand il vient le temps de payer, souvent les clients vont soudainement être insatisfaits et demander une réduction de facture. Mais est-ce qu'à chaque fois, il faudrait remplir le formulaire? Bien, tu sais, ça prend un certain degré de gravité, mais en vertu de la police, dès qu'on a connaissance d'une situation potentiellement litigieuse, on avise le fonds d'assurance. Donc, on a un formulaire en ligne pour les CPA, très, en bon français, user-friendly. Je pense que j'ai échappé le ballon. Je pense que mon client va recevoir un avis de cotisation. Donc, nous, on peut ouvrir un dossier, ce qu'on appelle un dossier à titre préventif. Donc, les dossiers peuvent s'ouvrir de cette façon-là, mais on a aussi un deuxième formulaire qui est adressé aux clients, au public. Donc, formulaire de réclamation qu'on peut remplir directement en ligne. Les dossiers peuvent s'ouvrir aussi sur mise en demeure, rédigée par le client ou son avocat, par procédure judiciaire. Donc, mais tu as dit un mot préventif, de manière préventive. Fait que si je me rends compte que dans un dossier, le client ne m'a pas encore parlé, mais que j'ai échappé le ballon. Ouais. Mais le client ne me l'a pas dit. Qu'est-ce qui arrive si j'ouvre un dossier puis que finalement, j'ai jamais de réclamation à mon égard? Autant les administrations fiscales, parce que je vais parler de fiscalité, mais ça pourrait être la banque, dans le cas d'un état financier ou quoi que ce soit. Finalement, personne ne s'en rend compte. Mon erreur passe ni vue ni connue. Ouais. Fait que, il va arriver quoi avec ma demande préventive? On va la fermer, puis il y aura... Dossier fermé. Dossier ouvert, dossier fermé. Il n'y aura pas d'impact sur toi en tant que CPA. Tu n'auras pas une surprime l'année prochaine. Tu n'auras pas... C'est ça ma question. Ouais, est-ce que je vais avoir une surprime? Là? Tu sais, par exemple, si tu es en vérification pour un de tes dossiers, pour un de tes clients, puis que tu sens que ça ne va pas bien, puis que le projet de cotisation s'en vient, puis que là, tu contestes ce projet de cotisation, tu t'en vas en opposition, tu dis ça ira pas bien, bien, c'est peut-être le temps de... Mais ça m'arrive souvent d'avoir des désaccords avec les administrations. Oui, mais des désaccords significatifs, là. Je pense que c'est peut-être le temps de s'adresser au fond de façon préventive. Mais ça, c'est si on sait que notre client pourrait revenir vers nous. Oui. C'est ça. Mais si on est juste question d'interprétation... Non, peut-être pas. Il me dit que mon repas n'est pas bon parce qu'il dit qu'il n'y a pas de client. Moi, je pense qu'il est bon. Oui, mais ça... Moi, parce que sinon, vous allez recevoir beaucoup de formulaires. Mais vraiment, pour une planification fiscale, par exemple... On ne fait jamais ça. Non, je sais. Avez-vous des statistiques pour nous prouver que... non, j'en ai pas. Mais tu sais, dans ces cas-ci, c'est peut-être le temps d'y aller de façon préventive. Ouais. Bon. Content d'être professeur. Toi, par contre, t'es en pratique. Hein? Je te vois réfléchir. Je pense que c'est aux questions que tu réfléchis ou à tes dossiers. Les deux, mais en fait, les questions inspirent les dossiers. Admettons, là, c'est arrivé à un de mes amis. Non, mais c'est... Vas-y. Non, excuse, je t'ai interrompu. Non, j'insiste. Mais... Pour revenir sur l'impact d'ouvrir un dossier au fonds d'assurance, on disait, bon, il n'y a pas de surprime, il n'y a pas de franchise non plus. Donc, il n'y a pas de petit dossier. Quelqu'un qui vient me voir avec, mon client il a reçu 200$ d'intérêt, mais il n'y a pas de franchise. Fait qu'on va le prendre, puis on va le gérer, on va le traiter. Ensuite, nos dossiers d'enquête sont confidentiels. Donc, je n'irai pas parler des échanges téléphoniques qu'on a eu ou des courriels qu'on a échangés au syndic, à l'inspection. Donc, c'est pour ça, tantôt, on disait, on pose des questions fiscales à Josée, mais on ne nomme jamais les noms. C'est toujours anonymisé, c'est toujours... On décrit les faits, puis quelle serait la position... Question ponctuelle et quelle serait la meilleure position que le CPA aurait dû prendre dans ce dossier-là, considérant ces faits-là. Donc, tu sais, le dossier est confidentiel. La seule nuance que je peux apporter, c'est du moment où les tribunaux sont saisis, donc du moment où on judiciarise l'affaire, bien là, ça devient de nature publique. Donc, la procédure judiciaire, n'importe quel journaliste, n'importe quel syndic, n'importe quel peut dire, moi, je vais au palais de justice chercher une copie de la procédure judiciaire. Donc, nous, on n'a plus de contrôle du moment où ça devient public, mais sinon, tu sais, pas de surprime, pas de franchise, dossier confidentiel. Le seul impact, c'est le temps que le CPA va devoir mettre pour préparer son dossier, pour nous aider dans sa défense. Donc, c'est à peu près ça. Si, disons, je comprends bien, dès qu'un client commence à formuler un peu des reproches
par rapport à Ouais. un dossier, ou encore qu'on est en... Ce que l'on propose, là, je présume, quand on est en vérification puis qu'on sent que le vérificateur s'en va dans une direction, on devrait ouvrir un dossier juste de manière préventive. Nous, les CPA, quand je dis on, je parle ici, nous, Ouais. les CPA, devrions ouvrir un dossier de manière préventive. Il faut Plutôt voir avec le qu'attendre. jugement professionnel, voir quelle prend la tangente du vérificateur. Mhm. Est-ce que je m'enligne pour gagner ou pour perdre mon Mhm. dossier avec le vérificateur? Est-ce que c'était quelque chose qui était très significatif pour le client aussi, en termes monétaires, OK. en termes de dossier? Mhm. Et dans certains cas, c'est la bonne chose à faire de le faire de façon préventive. OK. Et même si le fiscaliste comptable, CPA, Ouais. a l'impression que la position de l'ARC n'est pas bien documentée, ce serait quand même bien de le faire de manière préventive, Je crois que selon l'ordre. OK. Ouais. Ça n'a jamais d'impact sur ma prime même si je suis reconnu coupable? Non, exact. Ouais, moi, assurez-vous les autos aussi. Donc, c'est ça. Vous pouvez avoir 10 dossiers chez nous, puis il n'y aura pas de... Ouais. On vient de parler de la DPA, je vais juste m'adresser à José que Maud. Ouais. Tu parlais de la DPA. Par expérience, la DPA est devenue excessivement compliquée avec le temps, puis Ouais. sujet à C'est interprétation. complexe. C'est excessivement C'est très complexe, puis complexe. il y a des formations, mais Oui. la virgule dans la loi peut faire en sorte qu'on soit Oui. associé, alors que, oups, on avait oublié, il y avait une fuite dans le portrait, Oui. puis tout. Puis malgré tout, c'est quand même la responsabilité du CPA que s'il y a une erreur par rapport à l'analyse de l'admissibilité à la DPA et tout. Bien, il y a Malgré la complexité. là, Malgré qu'il la pourrait y avoir, complexité, bien, le CPA est responsable d'être l'expert dans le domaine. Donc, lui, ce qu'on lui recommande, c'est, bien, en fait, il est obligé de suivre des heures de formation continue obligatoire. Ouais. Si on note dans certains cas, je regarde, par exemple, dans d'autres départements d'inspection, s'il y a eu des anomalies qui se répètent, bien, ils peuvent recommander, exemple, au CPA qui a failli dans ce domaine-là pour la DPE, d'aller suivre le cours qui est offert par l'Ordre des CPA. OK. Puis, ce qu'on recommande toujours aussi, c'est de bien documenter ton dossier aussi. Quand tu fais ta recherche pour tes sociétés associées, bien, documente bien ton dossier pour les réponses que tu as obtenues, de toutes tes recherches que tu as faites avec ton client pour bien représenter ton dossier, pour que ça soit une personne qui soit en mesure de bien lire ton dossier et voir si tu as failli à tes compétences, finalement. OK. Donc, c'est malgré la complexité qui, honnêtement, change à chaque année, ça devient de plus en plus complexe, ce genre d'éléments-là. Ouais. Ça devient toujours la responsabilité du professionnel d'espèce de créer une liste de contrôle, à savoir, Ouais. OK, est-ce que les questions ont été posées? Est-ce que le dossier a été bien documenté? Oui, pour faire un s'assurer bon de- dossier. OK. On comprend qu'ils sont très occupés, que les CPA sont... que la fiscalité est très complexe, mais malgré... Ça fait partie des responsabilités qui viennent avec le code de déontologie, de bien s'assurer de documenter le dossier professionnellement avec les positions, la loi applicable, les interprétations techniques, de bien documenter les échanges avec le client, les calculs aussi qui ont été faits. Si, exemple, tu proposes telle chose au client, est-ce que tu voudrais prendre telle déduction? Mais si tu fais une petite manif, de bien documenter les positions et qu'ils ont été présentés au client et que le client il les a acceptées aussi. OK. Toujours dans la protection du public. Moi, je suis dans la protection du CPA. Je sais. je pense. Quoi que j'ai rien à me reprocher, je veux dire, mais, moi, je vois le temps qui file. Il y a d'autres questions que j'aurais pour vous, parce que là, justement, je veux m'orienter plus vers la fiscalité OK. que vers le général, si Oui. on veut. Mais par le page Jean-Jean, ça fait déjà, je pense, 40 minutes à peu près qu'on est là. Fait que, est-ce que vous accepteriez de rester pour un autre épisode qui suivrait? Absolument. Absolument. Avec plaisir. Fait que finalement, on n'est pas si pire que ça. Ça va. Ça va. Je te laisse le mot de la fin. Puis, Merci à vous. Je n'étais pas prêt du tout. Si. Merci à vous deux, en fait, pour... ça nous éclaire vraiment beaucoup, je pense, en tant que CPA puis en tant que public par rapport à la responsabilité, puis exactement qu'est-ce que le fonds d'assurance fait, parce que c'est quand même, je pense, là, j'ai pas de statistiques, mais méconnu chez les CPA, le fonds d'assurance. Donc, merci pour votre présence, puis très content de vous avoir pour un deuxième épisode. Sur ce, bonne journée et à la prochaine. merci. Merci.